tout ce qui nous entoure est constitué d'atomes. Que ce soit de l'or, du fer ou même du sel de table, tout ce qu'on trouve dans l'univers est constitué d'un ou plusieurs des éléments que tu retrouves dans le tableau périodique des éléments. Une petite centaine d'atomes différents sont responsables de tout ce qui t'entoure. Mais ce mot, atome, est plutôt mal choisi. En effet, en grec ancien, atome signifie indivisible. Et c'est plutôt logique, puisque lorsque les Grecs ont imaginé le concept d'atome, ils n'avaient bien entendu aucun moyen d'observer des choses aussi petites. On parle tout de même de quelque chose d'un ordre de grandeur de 10-10 à 10-11 mètres. Autrement dit, si tu mets des atomes à la queue leu-leu sur une distance de 1 mètre, tu pourras en mettre entre 10 milliards et 100 milliards. Du coup, il s'agissait pour eux d'une notion plus philosophique que d'une réalité physique. Dans ce concept philosophique, on coupe un objet en deux, puis encore en deux, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on ne puisse plus couper l'objet final. On obtient alors des morceaux indivisibles, des atomes. Il a fallu toutefois attendre plus de 2000 ans pour que ce concept théorique devienne une réalité. C'est notamment John Dalton qui au début des années 1800 a ressorti ce concept pour expliquer certaines lois chimiques. On sait cependant depuis que ce que l'on a appelé atomes ne sont pas des entités indivisibles. Ils sont eux-mêmes constitués d'un noyau, qui contient les protons et les neutrons, et d'électrons qui gravitent autour. Et si on ne fait rien, les électrons et le noyau forment un ensemble lié. Pour qu'un atome puisse émettre un électron, c'est-à-dire s'en séparer, il va falloir lui apporter de l'énergie. Pour illustrer ça, imagine des billes posées au fond d'un trou. Si tu veux les en faire sortir, il va falloir leur apporter de l'énergie, en les portant par exemple. Si on apporte suffisamment d'énergie, la bille sort du trou, mais si on n'apporte pas assez d'énergie, elle ne va pas réussir à en sortir et retomber au fond. Alors bien sûr, avec les atomes, il n'est pas question d'aller porter les électrons. Mais pour autant, c'est un peu la même chose. Si on arrive à apporter suffisamment d'énergie, l'électron va se sauver, sinon il va rester lié. Bon ok, à ce stade-là, on a compris, il va falloir de l'énergie. Pour expliquer d'où vient cette énergie, et avant qu'on fasse un petit exercice corrigé ensemble, je vais devoir ouvrir une parenthèse. En plus de la matière qui nous entoure, les fameux atomes dont on parle depuis le début, nous sommes entourés d'ondes, et notamment les ondes électromagnétiques qui contiennent par ordre croissant de longueur d'onde les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, les couleurs du visible, le rouge, le bleu, le jaune, les infrarouges, les micro-ondes et enfin les ondes radio. Et si on met sur un même graphique toutes ces ondes qui peuvent te sembler n'avoir aucun rapport, genre les rayons X et les ondes radio et le rouge par exemple, c'est bien parce que dans le fond, il s'agit de la même chose. En effet, toutes ces ondes sont composées de photons. Et une des choses qui va les différencier, c'est leur fréquence. Or, tu le sais peut-être, un photon possède une énergie qui est directement liée à sa fréquence. L'énergie d'un photon est égale à h, la constante de Planck, fois la fréquence de l'onde exprimée en Hertz. Comme la constante de Planck est une valeur extrêmement faible, l'ordre de grandeur est de 10 puissance moins 34, un photon a en général une énergie très faible. Et c'est d'ailleurs tant mieux pour nous. Si on récapitule, des photons transportent donc de l'énergie, et on a besoin d'énergie pour éjecter un électron d'un atome. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à balancer des photons sur des atomes et voir ce qui se passe. Si un photon rencontre un électron d'un atome, le photon peut éjecter l'électron. Cependant, si le photon n'a pas une énergie suffisante pour éjecter l'électron, rien ne va se passer. En revanche, si le photon a une énergie suffisante pour que l'électron soit éjecté, il va se sauver et on se retrouvera avec un atome possédant un électron en moins. Et on aura également un électron qui va circuler tout seul. Une partie de l'énergie apportée par le photon sert à éjecter l'électron. C'est ce qu'on appelle le travail d'extraction. S'il y avait davantage d'énergie apportée par le photon, le surplus sera transformé en énergie cinétique pour l'électron. Autrement dit, l'électron aura une vitesse. Et plus l'énergie apportée par le photon est importante, plus l'électron va donc se déplacer vite une fois libéré. Comme on vient de le dire, l'énergie d'un photon est directement proportionnelle à sa fréquence. Plus sa fréquence est élevée, plus son énergie est élevée, et vice-versa. Pour qu'un électron soit éjecté, il suffit donc que le photon possède une fréquence suffisamment élevée pour que son énergie soit supérieure au travail d'extraction. Imagine que tu lances des photons sur un atome. Tu commences par lancer des photons de faible fréquence, et donc de faible énergie. On peut imaginer par exemple qu'on a des photons qui sont situés dans le spectre des ondes radio ou des micro-ondes. Si les photons n'ont pas une énergie assez grande pour vaincre le travail d'extraction, il ne se passera rien. Mais dès que ton photon aura une énergie au moins égale au travail d'extraction, l'électron va être éjecté. À partir de là, plus ton photon aura une fréquence et donc une énergie élevée, plus l'électron sera éjecté avec une vitesse élevée. J'attire quand même ton attention sur le fait que dans mon exemple, l'électron sera libéré avec des photons qui sont situés dans le visible, mais que ce n'est pas du tout une règle. Il n'y a aucune raison pour que ce soit le cas dans l'exemple que tu es en train d'étudier. C'est donc ça qu'on appelle l'effet photoélectrique. On apporte de l'énergie à des atomes avec des photons, et on obtient une circulation d'électrons, autrement dit de l'électricité. Prenons par exemple un matériau et on lui balance des photons rouges, de longueur d'onde 800 nanomètres environ. Les photons n'ont pas assez d'énergie pour vaincre le travail d'extraction, il ne se passera rien. Même si tu augmentes l'intensité lumineuse en éclairant très fort, il ne se passera toujours rien. Mais si on refait la même chose en balançant cette fois-ci des photons violets de longueur d'onde environ 400 nanomètres,
Les photons auront plus d'énergie que les photons rouges, et dans mon exemple, ils ont une énergie plus grande que le travail d'extraction. Les électrons sont arrachés de l'atome et on a de l'électricité. On vient de voir la théorie, on peut maintenant passer à la pratique en faisant un exercice type de A à Z. Sur la droite, tu as un exercice type avec 4 questions qu'on va traiter. Première question, on doit déterminer la fréquence minimale pour obtenir un effet photoélectrique en utilisant les données présentes à l'écran. Les données sont en vert. Je l'ai répété plusieurs fois, la condition à remplir pour observer un effet photoélectrique sera d'apporter une énergie au moins égale au travail d'extraction. Ici, les données nous précisent que le travail d'extraction du potassium est de 2,24 électronvolts. Notre photon doit donc avoir une énergie au moins égale à 2,24 électronvolts. Ici, il faut faire quelque chose qu'on doit très souvent faire en physique, c'est-à-dire faire une conversion. On convertit nos électronvolts en joules. Si tu ne te souviens plus comment on fait, je t'invite à aller voir cette vidéo. Et une fois que c'est fait, on utilise la formule reliant l'énergie à la fréquence d'un photon. Puisque nous ici on cherche la fréquence, on modifie légèrement cette formule et on obtient que la fréquence est égale à l'énergie du photon divisée par la constante de Planck. On réalise l'application numérique en essayant de ne pas se tromper et on obtient 5,40 fois 10 puissance 14 Hz. On fait également attention à conserver le bon nombre de chiffres significatifs, donc ici 3 puisqu'on en avait 3 pour les deux données qu'on a utilisées. Pour observer un effet photoélectrique dans notre exemple, il nous faut des photons avec une fréquence au moins égale à 5,40 fois 10 puissance 14 Hz. Si on a une fréquence plus faible, il ne se passera rien. Question 2, cette fois-ci, on se demande quelle est la longueur d'onde qui correspond à cette fréquence. Pour ça, on va utiliser une formule que tu dois connaître par cœur dès lors que tu as déjà attaqué le chapitre correspondant aux ondes. C'est forcément le cas si jamais tu es au lycée. La longueur d'onde, c'est égal à c divisé par la fréquence. Pour rappel, c, c'est la vitesse de la lumière, et on nous le donne directement dans les données. On réalise l'application numérique et on trouve une longueur d'onde de 5,55 fois 10 puissance moins 7 mètres. Et pour situer, c'est une longueur d'onde qui est de 555 nanomètres, autrement dit comprise entre 400 et 800 nanomètres. On a ici affaire à un photon qui est dans le visible. On passe à la question 3, où ici on utilise une onde lumineuse de longueur d'onde 450 nanomètres. On se demande quelle est l'énergie cinétique de l'électron, et quelle est la vitesse qui correspond à cette énergie cinétique. Vu comment la question est orientée, on suppose qu'il y aura un effet photoélectrique. Ça paraît logique, puisque la longueur d'onde est plus faible que celle de 555 nanomètres que l'on vient de calculer. Autrement dit, puisque la longueur d'onde est plus faible, la fréquence est cette fois-ci plus élevée que la fréquence minimale qu'on a calculée dans la question 1. Donc en utilisant un photon de cette longueur d'onde, on aura bien un effet photoélectrique qui sera observé ici. Pour rappel, on peut relier l'énergie d'un photon à sa longueur d'onde en utilisant la formule E est égale à h, la constante de Planck, fois la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde. Ici, on connaît la constante de Planck puisqu'elle est donnée dans les données directement. La vitesse de la lumière est également une donnée qu'on a, et la longueur d'onde est imposée par la question 3. On n'a plus qu'à réaliser l'application numérique et on obtient l'énergie du photon qui correspond à cette longueur d'onde. À partir d'ici, il faut vraiment avoir compris le cours pour pouvoir réaliser la suite de l'exercice. Nous, ce qu'on cherche, c'est l'énergie cinétique de l'électron une fois qu'il s'est libéré. Je t'ai expliqué dans cette vidéo que l'énergie apportée par le photon sert à deux choses. Première chose, vaincre le travail d'extraction, W0. Deuxième chose, s'il y a un surplus d'énergie, l'énergie sera de l'énergie cinétique, autrement dit de l'énergie de vitesse de l'électron une fois qu'il sera libéré. Tout ça, ça permet de déduire une formule que tu dois connaître par cœur. L'énergie cinétique d'un électron une fois libéré est égale à l'énergie du photon, moins le travail d'extraction. L'énergie du photon, on vient de la calculer, c'est 4,42 fois 10 puissance moins 19 joules. Et le travail d'extraction est donné directement dans l'énoncé. Mais on fait attention à bien le convertir en joules, puisqu'on ne pourra pas soustraire des électronvolts et des joules, donc il faut les avoir dans les mêmes unités, les deux. On vient donc de trouver l'énergie cinétique de l'électron, 0,84 fois 10 puissance moins 19 joules. Pour trouver la vitesse qui correspond à cette énergie, on utilise la formule de l'énergie cinétique que tu dois connaître. Énergie cinétique, c'est égal à 1 demi fois la masse de l'objet considéré fois la vitesse au carré. On modifie cette formule pour isoler la vitesse, puisque c'est ça qu'on cherche, et on obtient que la vitesse est égale à racine de 2 fois l'énergie cinétique divisée par la masse. On a l'énergie cinétique, on a la masse de l'électron qui est donnée dans l'énoncé, on peut passer à l'application numérique. On obtient donc une vitesse de 3,44 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. C'est une vitesse qui peut sembler élevée, mais on parle d'électrons. Les électrons, en général, vont se déplacer assez vite, donc ça semble cohérent. Question 4, on nous dit qu'on utilise cette fois-ci un laser de longueur d'onde, lambda' est égal à 700 nanomètres. Et on nous demande de prédire ce qu'on doit constater. On va le faire de deux manières différentes. On va le faire d'abord avec notre intuition, donc en utilisant un raisonnement par ordre de grandeur, puis après on va vérifier notre intuition par le calcul. On avait calculé dans la question 2 qu'il fallait des photons ayant une longueur d'onde plus petite que 555 nanomètres pour qu'il se passe quelque chose. On a ici des photons de longueur d'onde 700 nanomètres. On s'attend donc à ce que les photons n'aient pas une énergie suffisante et qu'il n'y ait pas d'effet photoélectrique observé. Mais puisqu'on est là pour faire des calculs, on va réaliser l'application numérique. On peut calculer l'énergie qui correspond à un photon de 700 nanomètres
comme ce qu'on a fait dans la question 3. On obtient une énergie de 2,84 fois 10 puissance moins 19 joules. Pour rappel, le travail d'extraction du potassium, c'était 2,24 électronvolts, et on l'avait converti en joules, on obtenait 3,58 fois 10 puissance moins 19 joules. On peut donc conclure, l'énergie du photon est inférieure au travail d'extraction du potassium. Le photon n'a donc pas assez d'énergie pour extraire un électron. Il ne se passera donc rien. C'est tout pour cette vidéo sur l'effet photoélectrique. Si jamais elle t'a été utile, je t'invite à mettre un pouce bleu et éventuellement un commentaire. Et je te rappelle qu'en t'abonnant à cette chaîne, tu as accès à de nombreuses vidéos de cours et d'exercices de physique-chimie du collège et du lycée, parfois même post-bac. Alors je te dis à bientôt.